Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022, la vérité en face. Merci d'être avec nous, 9h36 avec notre invité ce matin, Marc Hindeveld. Bonjour, merci d'être avec nous, journaliste d'investigation, auteur de plusieurs enquêtes sur l'affaire, entre autres, Big Malion. Et pour ce dernier livre, L'emprise, la France sous influence aux éditions du Seuil, on va revenir sur la France justement sous l'empreinte d'intérêts étrangers, Patrick. Oui, Marc Hindeveld, c'est un peu la suite aussi de vos enquêtes sur l'ambigu Monsieur Macron et l'imposteur. Le grand manipulateur, pardon. Sur les réseaux de Macron. Sur les réseaux de Macron. Il y a une partie du livre, c'est un peu la suite de l'ouvrage, effectivement. Je parle à la fois du bilan diplomatique de Macron, de son bilan international, et effectivement de plusieurs dossiers industriels qui ont eu lieu au cours du quinquennat, que ce soit la fusion Suez-Veolia, que ce soit EDF avec le plan Hercule, ou également je dévoile les coulisses de la guerre entre Bolloré et l'Élysée, et notamment, j'apprends à mes lecteurs que cette guerre-là vient notamment du terrain africain où Bolloré avait et a de nombreux intérêts, notamment sur les ports et la logistique. Et donc voilà, c'est tout ce travail que j'ai fait. Et bien évidemment, le point de départ de l'enquête reste un angle au départ géopolitique et de guerre économique, car en réalité, je m'intéresse au fait j'interroge la place de la France dans le monde, et notamment dans ce choc qu'on connaît entre la Chine et les États-Unis, ces deux superpuissances, d'où le titre du livre, l'emprise, la France qui est sous emprise finalement des deux grandes superpuissances, Chine et États-Unis. La France est quand même, c'est très très flou autour de l'image de la France, puisque la presse étrangère généralement mettent Emmanuel Macron un peu sur un piédestal, et finalement quand on regarde réellement, enfin certaines presses, quand on regarde réellement, aujourd'hui c'est très très flou. C'est vrai que l'une des ambitions d'Emmanuel Macron quand il est arrivé à l'Élysée en 2017, c'est justement de restaurer l'image de la France dans le monde, notamment de la fonction présidentielle. Qui était déjà mauvaise ? Quand vous dites restaurer, c'est-à-dire que là, je parle de son point de vue. Je dis que c'est lui qui ambitionne de faire ça quand il arrive au pouvoir en 2017, et il prend distance avec à la fois la politique, ou en tout cas la posture internationale d'un Nicolas Sarkozy ou d'un François Hollande. Et c'est vrai qu'au départ, la presse américaine notamment, ou la presse libérale anglo-saxonne, salue l'arrivée de Emmanuel Macron, qu'il présente comme un libéral. Et puis finalement, en fait, très vite, dès septembre 2017, ça a été peu commenté en France, mais des grandes institutions américaines comme le Washington Post ou le New York Times notamment commencent à s'apercevoir qui est Emmanuel Macron, que c'est quelqu'un qui est finalement moins libéral qu'il ne le pense. Il s'inquiète déjà, la presse américaine s'inquiète déjà de la question des libertés publiques dans le pays. Et donc en fait, ensuite, ça n'a été que ce dégradant aussi à la décharge d'Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron finalement est peut-être apparu sur le terrain international moins aligné que les Américains l'auraient pensé. Et donc après, c'est une question d'intérêt. C'est tout l'objet de l'enquête en fait, où généralement, quand un président français commence à montrer ses crocs à l'égard de différents partenaires, les partenaires, ils défendent leurs intérêts. Voilà. Et donc, c'est coup pour coup. C'est vrai. Et c'est là où on voit que, évidemment, la France est beaucoup aujourd'hui sous influence, dans tous les secteurs, une forme d'emprise, Alors, déjà, parce que on est dans la globalisation, donc c'est un monde de plus en plus interdépendant, mais elle est sous emprise parce qu'elle s'est désarmée depuis une trentaine d'années. Elle s'est désarmée sur le plan industriel, sur le plan stratégique, sur le plan du renseignement économique, sur le plan même juridique, d'un point de vue économique également, parce que les États-Unis utilisent l'arme juridique pour attaquer nos grandes entreprises, nos grandes firmes. Mais sur le plan industriel, oui, on s'est totalement désarmé parce qu'on a principalement délocalisé notre activité industrielle en Chine. Non, c'est pas de la faute de Macron. Là, pour le coup, c'est un bilan sur 30 ans. Et donc, pour que les auditeurs le comprennent, en une vingtaine d'années, la France a perdu 1 million d'emplois nets industriels. C'est considérable. D'ailleurs, le gouvernement se félicite, que j'ai interrogé, se félicite d'avoir enrayé cette chute-là. Mais depuis 2017, seulement 37 000 emplois industriels ont été créés. Un autre chiffre également extrêmement important à avoir en tête. Emmanuel Macron, à l'automne dernier, parce que maintenant, c'est la mode de parler de souveraineté
économique et également d'industrie, c'est récent, c'est avec la pandémie, eh bien, il a annoncé un plan France 2030 de 30 milliards d'euros d'investissement public. Juste un chiffre pour la comparaison. Xi Jinping, le grand président chinois, lui, il a annoncé sur les 6 ans à venir, sur les mêmes filières stratégiques, un investissement de 1400 milliards de dollars. Ah oui. Donc on est sur un rapport qui est totalement différent. Et bien évidemment, quand on évoque cela avec différents ministres, j'ai interrogé dans l'ouvrage Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée de l'Industrie, elle me dit on ne pourra pas faire sans l'Europe. Mais malheureusement, l'Europe part divisée. Et notamment la France et l'Allemagne, le fameux couple franco-allemand tel qu'on le présente, est en réalité, et ça c'est ce que je démontre à travers l'ouvrage, extrêmement divisé d'un point de vue industriel, d'un point de vue stratégique. Et en fait, on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. Enfin, on est d'accord sur beaucoup de choses et on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. Et donc, notamment sur la question de l'énergie, l'Allemagne et la France s'opposent entre le nucléaire et le gaz. Et on le voit, y compris avec l'actualité récente sur Poutine, l'Ukraine. En réalité, derrière l'Ukraine, il n'y a pas que la question de la sécurité européenne, il y a aussi la question de l'énergie qui est centrale, ce que j'appelle dans un chapitre la guerre du gaz. Et que dans cette guerre du gaz-là, France et Allemagne sont parties divisées. Biden le sait, Poutine le sait. Et c'est pour ça que Russie et États-Unis, depuis le début de la crise, même mais bien en amont, n'a cessé d'imposer leur tempo diplomatique à l'Europe. Donc il y a un effacement de la France, mais c'est aussi un effacement de l'Union européenne, tout simplement parce que en France, on a du mal à reconnaître quels sont nos intérêts et on est plutôt généralement dans les grands débats d'idées, quoi. C'est-à-dire on parle de l'Europe avec des grands discours. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Emmanuel Macron dès le début de son quinquennat. On se souvient du discours à Athènes, du discours de la Sorbonne. Et là aussi, c'est sur cette partie-là du bilan. Et il a fallu en fait une crise comme celle de la pandémie pour que ça nous éclate finalement en pleine face, quoi. C'est-à-dire que ce déclassement industriel, scientifique, il est là, quoi. Et on l'a vu à cette occasion, quoi. Non ? Alors déclassement, en tout cas, la France se retrouve dans ce basculement du monde où maintenant le cœur des tensions et également des enjeux industriels se trouve en Asie. Ça, c'est vrai. Que c'est sur le temps long des choix stratégiques ou pas d'ailleurs, mais en tout cas ont été faits, et notamment parce que c'était l'argent facile, c'était les profits des actionnaires qui ont primé sur les sociétés, y compris sur les sociétés stratégiques dont parfois l'État était actionnaire, il ne faut pas se leurrer. Et effectivement, l'ensemble des responsables politiques sont trouvés démunis. D'ailleurs, je trouve depuis le début là de cette campagne présidentielle un peu particulière où le président n'est pas encore candidat, mais également où les différents camps se bagarrent entre eux, extrême droite entre extrême droite, gauche entre gauche, droite et droite. En réalité, les vrais débats, les vrais sujets sont toujours pas mis sur la table. C'est-à-dire, par exemple, je vous prends un exemple, celui de l'énergie encore, mais nucléaire contre, on va dire, énergie renouvelable, il faudrait partir déjà des faits. C'est-à-dire que la filière nucléaire française est dans un piteux état, que EDF est dans un piteux état. Et donc, ce n'est même plus la question de être pour ou contre le nucléaire. C'est aujourd'hui, actuellement, comment on fournit de l'électricité aux Français. Et donc, c'est ça ce qui me frappe à travers cette enquête, c'est que je suis allé, ou en tout cas j'ai essayé d'être au maximum dans le fond des dossiers, et il y a quand même une grande différence entre les débats médiatiques qui ont cours. La réalité. Oui, mais Marc Endevel, sur quel sujet finalement la France compte ? Soyons clairs, parce que là, quand on fait une espèce de panel, on a l'impression que tout va mal. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels, effectivement, on voit que sur la souveraineté numérique, on peut pas, le nucléaire, on peut pas, enfin, tous ces sujets, mais on compte en quoi ? Ou est-ce qu'on compte encore ? Déjà, est-ce que pour les Français et la population française, est-ce que c'est dans notre intérêt d'être toujours dans le fait d'être dans cette ambition de compter dans le monde ? Ça, c'est une vraie question aussi. C'est une question qui peut être débattue d'une certaine manière. On a vu que les Français restaient, semble-t-il, attachés aux positions de la France, notamment d'un point de vue diplomatique, donc d'être membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a eu un début de débat. Jean-Luc Mélenchon a évoqué la question de la dissuasion nucléaire, notamment du fait de son inefficacité relative aujourd'hui avec la guerre de l'espace. Bon, on compte encore, notamment on a encore une très grande image au niveau international, mais d'un point de vue qui est le sujet de mon enquête, c'est celui de la guerre économique, où en fait, qu'est-ce que je dis, c'est que la France n'a pas d'alliés, elle n'a que des concurrents. Et donc, je parlais des États-Unis, mais je parlais de l'Allemagne, mais en réalité, c'est ça le fond de mon enquête. La France se trouve souvent en position de naïveté. Voilà. Et la prise de conscience est extrêmement récente.
Et c'est vrai que la pandémie, ça a été un peu, on s'est pris le mur en pleine face, parce que quand on s'est rendu compte, et surtout quand les Français se sont rendus compte qu'on ne savait pas fabriquer de masques et qu'en plus on n'a même pas réussi à fabriquer des vaccins, mais là aussi, sur la question des vaccins, j'en parle un peu moins sur cet élément-là dans le livre, mais il y a un élément quand même extrêmement important. Un des grands laboratoires pharmaceutiques qu'on dit français, Sanofi est aujourd'hui principalement contrôlé par des capitaux étrangers notamment américains. Oui. C'est des éléments comme ça aujourd'hui. Et donc, c'est le bilan de 30 ans de globalisation où en France, on a avant tout fait passer le marché international que nos intérêts. Et la prise de conscience est rude et très difficile. Marc Andevelde, vous restez avec nous jusqu'à 10h. L'emprise, c'est le titre de votre livre. Et comme vous le dites, nous sommes entrés dans une nouvelle guerre froide. C'est une guerre économique. Et évidemment, toute votre enquête, votre livre, c'est ça. Ce sont toutes les coulisses. Et on va revenir aussi sur quelques anecdotes. On verra qu'Emmanuel Macron, il peut changer quand même d'avis. Ah oui. Il faut du temps, mais il y a une anecdote qui est particulièrement intéressante à propos de la défense. À tout de suite, c'est le Grand Matin Sud Radio, les 9h47. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. La vérité en face avec Marc Ndevelde, journaliste d'investigation pour ce livre, L'emprise, la France sous influence aux éditions du Seuil. Oui, il y a beaucoup de révélations évidemment sur les scandales diplomatiques ou autres. On a déjà parlé d'ailleurs dans cette émission aussi du fait que la diplomatie aujourd'hui ne se joue plus au Quai d'Orsay, mais à l'Élysée. Ça avait déjà commencé un petit peu avant Emmanuel Macron, on va y revenir, et là encore. Oui, il y a une petite anecdote qui est assez intéressante pour montrer que finalement Macron peut quand même changer d'avis sur la dissuasion nucléaire. Il disait ça sert plus à rien. Il y a une dizaine d'années, il faut économiser en fait de l'argent. Et puis alors là, quand il est passé en fait au pouvoir, il a dit tout l'inverse, quoi, non ? Oui, tout à fait. C'est ce que je rapporte dès le début de l'ouvrage. C'est une anecdote qui est quand même extrêmement frappante. Il est à l'époque à la commission Attali. Il est membre de la commission Attali et il propose à l'ensemble des membres de la commission Attali pour faire des économies, tout simplement de supprimer la dissuasion nucléaire. Il dit que ça coûtera, comme ça nous fera économiser quelques milliards. Et là, pris d'étonnement, on va dire, Jacques Attali ainsi que d'autres membres de la commission Attali s'opposent à lui en disant mais tu comprends, justement, on parlait de la place de la France dans le monde, la dissuasion nucléaire c'est un des moyens de notre influence dans le monde, il ne faut pas la supprimer. En gros, si on n'a pas la force de dissuasion nucléaire, on n'a justement pas le siège du Conseil de sécurité aux Nations Unies. Donc ce que tu racontes là, ce sont des bêtises. Et effectivement, une fois arrivé au pouvoir, on va dire que la formation d'Emmanuel Macron a continué, a porté peut-être ses fruits, je ne sais pas, parce que c'est aussi tout un grand débat, la dissuasion nucléaire. Mais en tout cas, voilà, Emmanuel Macron, de toute manière, c'est le maître du en même temps, si je fais cette remarque-là. Donc oui, il peut changer d'avis, bien évidemment. On va revenir sur les écoutes aussi téléphoniques, des différents ministres. Vous en parlez dans votre livre, c'est Pegasus. Et c'est vrai qu'on a assez peu de remontées des membres du gouvernement, c'est-à-dire qu'on passe ça sous silence. Dernièrement, Montebourg aussi est sur cette liste. Et pourquoi on en parle quoi ? C'est quoi le problème finalement ? C'est ce que je raconte dans le livre. Pourquoi on n'en parle pas du renseignement et du renseignement électronique ciblé là, avec la fameuse affaire Pegasus. Donc je rappelle pour les auditeurs, affaire Pegasus, ce logiciel qui a été créé par une boîte de renseignement israélienne qui le vend à des États, mais non, j'ai appris aussi qu'il pouvait être utilisé parfois par des intérêts privés. C'est toute la difficulté. En fait, derrière l'affaire Pegasus, pourquoi ce silence ? C'est parce qu'en réalité, dans la guerre économique en cours, le renseignement électronique, il est légion partout. Notamment, les Français également utilisent ces méthodes d'espionnage, c'est notamment l'ancien directeur technique de la DGSE, Bernard Barbier, qui a reconnu que la France pouvait faire des opérations offensives en termes de renseignement électronique. Mais bien évidemment, face à l'ogre, le géant qui est la NSA, le grand service de renseignement électronique américain, on est des nains, tout simplement. Et donc, on va jamais ou très rarement attaquer en fait l'allié américain parce qu'il est trop puissant. Et donc, ça, c'est un officier du renseignement qui me le confiait. Aujourd'hui, la France peut faire du renseignement offensif, mais en réalité, n'ose pas s'attaquer à un géant aussi important que les États-Unis. Et donc, le silence, c'est le fait que, en réalité, c'est un secret de polichinelle dans le monde du renseignement. Tout le monde espionne tout le monde. Ça pose d'ailleurs un problème, y compris aujourd'hui
aujourd'hui sur le territoire national, effectivement, parce que les moyens technologiques, c'est-à-dire l'espionnage via des logiciels espions, des fameux smartphones, c'est très facile à le réaliser en réalité. Et en plus, on peut hacker n'importe qui. On peut hacker n'importe qui. Et en plus, la culture de la sécurité informatique chez les Français ou même dans les grandes sociétés françaises est relativement faible. Et donc, c'est d'autant plus facile d'espionner. Et donc, sur tout un tas de sujets que j'évoque, par exemple le dossier Airbus, les boîtes mail ont été vraisemblablement hackées également. Généralement, les grandes entreprises françaises sont la cible, ou même les simples PME sont la cible d'attaques informatiques. Oui, les Airbus, Alstom, Areva, EDF notamment, qui ont été aussi alors la cible comme ça d'attaques, et puis en même temps l'objet aussi de guéguerres lors de reventes des réseaux qui se court-circuitaient les uns les autres. Ça, c'est un des axes du livre, c'est-à-dire que c'est pas de la faute uniquement des puissances étrangères qui se bagarrent contre la France, y compris sur le territoire national. C'est pas uniquement du fait de cette guerre de l'ombre. Souvent, cette guerre de l'ombre, ça reste des guéguerres de réseaux franco-françaises. Comme je dis, généralement, à l'international, l'équipe France part généralement divisée. C'est d'ailleurs comme ça qu'on perd souvent des contrats à l'étranger. Mais pourquoi on part divisé alors? Parce que chacun y voit son intérêt personnel et veut gagner plus d'argent On part divisé parce que c'est l'histoire de la Ve République. Là, on se retrouve avec des sociétés, je parlais de Suez, Veolia, on se retrouve avec des sociétés extrêmement imbriquées avec l'État. C'est toute la caractéristique du capitalisme à la française, qui est extrêmement imbriqué avec l'État, dans un entre-soi du capitalisme français. Et donc, effectivement, il y a des clans de pouvoir, il y a des clans de pouvoir issus du passé historique, avec la droite, la gauche. Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, a finalement, en voulant mettre tout ce monde-là sous son ombrelle, le mettre du même temps, le président de la République de la droite et de la gauche, en réalité, ce qui est très frappant, c'est que les réseaux et les guerres de réseaux sont d'autant plus violentes parfois en coulisses, et c'est ce que je raconte aussi dans le livre. Oui, absolument. L'emprise, la France sous influence. Vous avez eu quelques bâtons dans les roues ou pas pour faire cette enquête? Parce que je me souviens que dans les précédents, le grand manipulateur, par exemple, où là, ça avait été un petit peu plus compliqué. Là, dans le livre, par exemple, un élément sensible que j'apporte, c'est le portrait et l'enquête sur qui est Alexis Coller, donc l'homme peut-être le plus puissant de l'État, qui est le secrétaire général de l'Élysée, qui, comme l'a expliqué un ancien secrétaire général de l'Élysée, peut-être le secrétaire général de l'Élysée de l'histoire le plus puissant qu'on ait connu sous la Ve République. Alexis Coller, il décide pratiquement de tout à l'Élysée, notamment sur tous les dossiers industriels. C'est lui le vrai Premier ministre alors? C'est quasiment lui le vrai Premier ministre. D'ailleurs, les ministres sont sous sa tutelle directe. Régulièrement, il les a au téléphone. Il les, entre guillemets, les contrôle. Les ministres dans la Macronie ont très peu de marge de manœuvre de politique. Sur les dossiers industriels, par exemple, je parlais d'EDF et de l'énergie. Tout est décidé entre ses mains et celles d'Emmanuel Macron. Et effectivement, Alexis Coller, je reviens sur à la fois son parcours familial, sur sa proximité avec le groupe portuaire et l'armateur MSC, le groupe italo-suisse comme le présente. Et justement, c'est la raison pour laquelle vraisemblablement Bolloré s'est opposé à l'Élysée, parce que MSC convoitait certains intérêts africains de Bolloré. Ils étaient en compétition africaine entre MSC et d'autres acteurs du transport portuaire et surtout de la logistique et de la gestion des ports. Et ça s'est terminé un peu dans le silence médiatique de ces dernières semaines. Bolloré a décidé, de vendre ses activités africaines, et par ailleurs a décidé de vendre ses activités africaines à MSC, dont la famille propriétaire est de la famille d'Alexis Coller. Voilà. Merci, la boucle est bouclée. Merci, l'emprise, la France sous influence. Marc Andevelde, c'est aux éditions du Seuil. Merci d'être venu ce matin au micro de Sud Radio.